Bienvenue sur la chaîne YouTube Nash Teacher. Aujourd'hui, on entame une exploration en profondeur assez singulière. L'objectif de notre analyse, en fait, c'est de prendre un document, des notes bibliographiques et des extraits d'une édition bien précise d'un livre que beaucoup croient connaître. Oui, et d'en extraire la véritable substance. C'est vraiment un point de départ intrigant. Complètement. Donc, on va se pencher sur une édition numérique de 2012 du célèbre ouvrage de Napoleon Hill, le fameux Think and Grow Rich. Qu'on traduit souvent par réfléchissez et devenez riche, oui. Exactement. Et la mission d'aujourd'hui, pour notre audience, c'est de comprendre comment un simple manuel en apparence peut cacher une méthode de réussite universelle. Et aussi comment une simple interview a pu déclencher une recherche obsessionnelle de 20 ans. C'est ce qui rend cette plongée au cœur du texte si pertinente pour quiconque s'intéresse au mécanisme du succès. Il y a un décalage vraiment flagrant entre la perception publique de l'œuvre et sa vraie nature. Tu veux dire au niveau du message? Absolument. Le document qu'on analyse met en lumière une tension évidente. On a affaire à un livre dont le titre hurle la réussite financière, mais dont les notes internes et même l'histoire de l'auteur révèlent une ambition beaucoup plus vaste. Ouais, c'est pas juste pour faire de l'argent, quoi. C'est ça. L'idée, c'est pas simplement d'accumuler des capitaux, mais de déconstruire l'architecture même de l'accomplissement humain. Et ça, quel que soit le domaine. Ok, décortiquons ça. Parce que la première chose qui saute aux yeux en lisant ces documents, c'est ce fameux titre, Think and Grow Rich. Honnêtement, quand on voit ces mots, la première pensée qui vient, c'est que c'est un manuel d'investissement. Bien sûr, c'est la réaction logique. Voilà, on se dit que c'est un guide boursier ou une méthode un peu tape à l'œil pour remplir son compte en banque. Le titre semble agir comme un filtre vachement restrictif. Est-ce qu'on pourrait pas simplement y voir une manœuvre éditoriale? Genre une façon un peu racoleuse d'attirer l'attention du lecteur en lui promettant la richesse matérielle. C'est une interprétation tout à fait légitime et en fait très courante. Le mot riche capte inévitablement l'attention. Mais les notes qui accompagnent cette édition spécifique de l'ouvrage viennent contredire cette lecture purement monétaire. Ah oui, dans quel sens? Eh bien, le texte précise clairement que l'auteur, Napoleon Hill, a conçu la philosophie enseignée dans ce livre d'auto-assistance pour aider les individus à réussir dans toutes les branches professionnelles. Toutes. Ah, pas juste la finance. Exactement. La richesse, dans le contexte de cette méthode, c'est une des nombreuses métriques possibles du succès. C'est un ouvrage de motivation et de développement personnel bien plus profond qu'un simple traité économique. Alors qu'est-ce que tout ça signifie concrètement? Parce que les documents mentionnent littéralement que cette philosophie permet de faire ou d'être, et je cite, presque tout ce que l'on désire. C'est une promesse colossale. C'est le moins qu'on puisse dire. Si on prend le texte au pied de la lettre, ça veut dire que la méthode est censée fonctionner avec la même efficacité pour, je sais pas, un artiste qui cherche à perfectionner son art ou un scientifique qui poursuit une découverte majeure. Ou un entrepreneur qui monte sa société, oui. On est bien loin du stéréotype du banquier d'affaires. Complètement. Si on relie ça à une vision plus globale, cette universalité, c'est précisément ce qui donne à l'œuvre son statut fondateur. L'ouvrage fournit pas des astuces techniques sur la façon de placer son argent. Il propose une restructuration de la pensée. Le fameux think du titre. Exactement. C'est la partie think, le fait de réfléchir, qui porte tout le poids de la méthode. La richesse matérielle, elle, n'est présentée que comme un produit dérivé possible d'un esprit correctement aligné et focalisé. Et pour comprendre comment ce message a traversé le temps, faut vraiment se pencher sur les détails techniques de la source qu'on examine. On n'a pas le manuscrit original sous les yeux, mais une édition numérique publiée par Start Publishing LLC. Et daté du 1er novembre 2012, c'est bien ça? C'est ça. Le document liste l'ouvrage dans la catégorie auto-assistance et indique un volume très précis de 217 pages. Mais au-delà de ces métadonnées, il y a une note de l'éditeur sur Google Books qui m'a vraiment fait tiquer. Ah, laquelle? Au début, j'y cru à une blague ou à une excuse pour un travail bâclé. Tu fais référence à la clause concernant les erreurs typographiques, j'imagine. Ouais, exactement. La note indique, noir sur blanc, et je paraphrase à peine, « Ceci est une version numérique de l'œuvre originale, toute erreur est le reflet de l'œuvre originale ». Ma première réaction, ça a été de me dire que c'était juste une façon pour l'éditeur de s'excuser de ne pas avoir fait relire le texte. C'est vrai que ça peut paraître étrange aujourd'hui. Bah oui, pourquoi diable, en 2012, avec tous les outils numériques qu'on a, on choisirait de numériser un livre en y laissant délibérément des fautes ou des coquilles d'époque? C'est pas contre-productif pour un livre de 217 pages censé enseigner l'excellence.
Ce qui est fascinant ici, c'est justement ce choix éditorial. Loin d'être de la paresse, c'est une démarche assumée de préservation historique. Une préservation historique, pour un livre de développement personnel. Oui. Dans le domaine de l'édition numérique, il y a souvent une tentation de lisser, de corriger, de moderniser le texte pour l'adapter aux standards contemporains. En choisissant de conserver les imperfections, Start Publishing LLC traite ce texte de la même manière qu'un historien traiterait un document d'archives. Ah, je vois. Les erreurs deviennent une preuve d'authenticité, en quelque sorte? C'est exactement ça. Ça devient une texture. Ça rappelle au lecteur que cette philosophie, c'est pas un concept moderne fabriqué de toutes pièces pour Internet la semaine dernière. C'est une œuvre ancrée dans son temps, avec les aspérités de son époque. C'est une perspective vraiment intéressante. C'est un peu comme restaurer un vieux meuble sans effacer les marques d'usure, juste pour prouver qu'il a du vécu. C'est une excellente métaphore. Et du vécu, ce livre en a à revendre. Les informations bibliographiques mentionnent d'autres éditions, avec des traces remontant à un aperçu en extrait de 1960. Et des rééditions plus récentes aussi. Oui, on a des versions listées en 2001, en 2009 et enfin cette version de 2012. Ça démontre une résilience incroyable pour un texte d'auto-assistance. Absolument. Mais pour comprendre pourquoi cette méthode a survécu de 1960 à 2012, et bien au-delà, faut inévitablement s'intéresser à l'esprit qui l'a conçu. Tout à fait. Et le parcours de Napoléon Hill est loin d'être une ligne droite vers le sommet. L'histoire de la création de cette philosophie est tout aussi instructive que la philosophie elle-même. Il y a un vrai contraste avec son milieu d'origine, non? Un contraste violent même. Les éléments biographiques qu'on a à disposition dressent le portrait d'un homme dont les origines étaient à des années-lumière des cercles de pouvoir qu'il a fini par côtoyer. C'est le moins qu'on puisse dire. Les données indiquent qu'il est né en 1883, et pas dans un centre névralgique du commerce ou de l'industrie. Il est né à Pound, une petite ville rurale de l'État de Virginie. Un plein cœur des Appalaches. Voilà, les Appalaches. Quand on connaît un peu le contexte de cette région à la fin du 19e siècle, on sait que c'était pas exactement le terreau idéal pour aller côtoyer des milliardaires plus tard. C'était un environnement extrêmement rude, très isolé. Et pourtant, le texte mentionne qu'à l'âge de 13 ans, il écrivait déjà pour des journaux locaux. Commencer à 13 ans dans un environnement pareil, ça démontre une volonté féroce d'élargir son horizon, non? Ça démontre surtout une capacité d'observation précoce et un besoin viscéral de communiquer. L'écriture pour ces journaux locaux, c'était pas qu'un passe-temps, c'était un outil d'émancipation pour lui. Un tremblin? C'est ça. Et c'est cette compétence spécifique, le journalisme, qui a servi de levier pour tout le reste de sa vie. Le document retrace son évolution vers des emplois de journaliste indépendants. En freelance, donc? Oui. Et ce statut de freelance l'obligeait à chasser l'information, à aller activement à la rencontre des figures marquantes de son temps. C'est cette posture d'enquêteur qui a rendu possible la rencontre fondatrice de sa carrière. Voici où ça devient vraiment intéressant. Ce travail de journaliste indépendant le conduit à obtenir une interview avec Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, rien que ça. Industriel américano-écossais redoutable. C'est l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de l'histoire, tout simplement. On pourrait penser que ce serait une interview classique. Le jeune journaliste pose ses questions et le magnat de l'acier y répond avec quelques platitudes sur le travail acharné. Et l'article est publié le lendemain, fin de l'histoire. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. La dynamique de cette rencontre a été totalement inversée. Les notes stipulent qu'au cours de cette interview, Andrew Carnegie s'est pas contenté de partager des anecdotes, il a fait une suggestion directe à Napoléon Hill. Il a retourné l'interview? Complètement. Il lui a soumis l'idée d'étudier de manière systématique les individus qui ont réussi. Le but, c'était d'en extraire une méthode reproductible. Ce qui est remarquable, c'est la charge de travail que cette simple suggestion impliquait. Carnegie lui a pas donné la recette toute faite. Non, Carnegie n'a pas donné à Hill une formule magique, il lui a donné une mission d'une ampleur écrasante. Mais pourquoi Hill a-t-il accepté? C'est ce qui me fascine. Le document indique que cette simple suggestion a lancé Hill dans une recherche qui a duré 20 ans. 2 décennies, oui. 20 années passées à rechercher et à décortiquer la méthode par laquelle les individus puissants atteignent le succès. 20 ans pour un seul projet, initié sur la base d'une conversation avec un inconnu, aussi puissant soit-il. Il n'y a pas une part de folie là-dedans? Ou du moins une obsession démesurée. C'est ça. Consacrer 2 décennies de sa vie à traquer un potentiel dénominateur commun du succès, c'est inouï. Ça soulève une question très importante sur la nature même de la persévérance. Passer 20 ans à analyser des parcours, c'est passer de la simple anecdote journalistique à la recherche systémique.
Il a changé de mention. Totalement. Si Hill s'était contenté d'écrire un article de fond sur Carnegie, son nom serait probablement oublié aujourd'hui. En acceptant de consacrer 20 ans à compiler, à comparer et à synthétiser les schémas comportementaux des leaders, il a transformé une simple interview en une œuvre scientifique, du moins scientifique dans sa méthodologie. Il a cherché à prouver que le succès n'est pas une question de chance. Ni d'hérédité. Il voulait prouver que c'est un processus reproductible. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Les documents qu'on analyse sont catégoriques. Les découvertes issues de ces 20 années de recherche ont été publiées dans Think and Grow Rich, et ce livre a fait de Napoléon Hill l'un des auteurs les plus vendus de tous les temps. La boucle est bouclée. Le jeune garçon des Appalaches qui écrivait pour des journaux locaux est devenu la référence mondiale de la réussite. Mais son influence n'est pas restée cantonnée au rayonnage des librairies. Son expertise des mécanismes du pouvoir l'a conduit bien plus haut. C'est un point crucial pour comprendre l'étendue de son impact. L'auteur d'un livre d'auto-assistance aurait très bien pu se contenter de donner des conférences et de vendre ses ouvrages. Ça aurait déjà été une belle réussite. Oui, mais les informations biographiques soulignent que Napoléon Hill a franchi une étape supplémentaire. Il a servi comme conseiller du président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt. Et les dates mentionnées sont de 1933 à 1936, c'est pas anodin du tout. C'est en plein cœur de la Grande Dépression. Avoir un expert de la motivation et de la mécanique du succès comme conseiller présidentiel pendant l'une des pires crises économiques de l'histoire américaine, c'est fascinant. Ça prouve que sa philosophie n'était pas perçue comme un simple gadget pour vendeurs ambitieux. C'était vu comme un outil psychologique puissant à l'échelle d'une nation en crise. Et finalement, le texte nous indique qu'il s'est éteint en 1970, en Caroline du Sud. À l'âge respectable de 87 ans. 79 ans se sont écoulés depuis la publication initiale en 1937 et des décennies depuis sa mort en 1970. On pourrait s'attendre à ce que la méthode soit devenue une relique du passé. Une simple curiosité historique du XXe siècle, oui. Mais c'est là que l'analyse du document de la base de données révèle une connexion structurelle vraiment remarquable. Elle introduit le profil d'une personnalité contemporaine de premier plan. Et c'est la partie la plus inattendue de cette analyse. Oui, quand on épluche les informations associées à ce texte, on tombe nez à nez avec le profil de Steve Harvey. On passe des Appalaches de 1883 et du bureau ovale de Roosevelt dans les années 30 à une superstar de la télévision moderne. Le grand écart est impressionnant. Le document détaille le palmarès vertigineuse de Harvey. Il est humoriste, récompensé au Daytime Emmy. Il est personnalité de la radio, acteur et un animateur de télévision littéralement omniprésent. L'énumération de ces différentes casquettes professionnelles est en effet impressionnante. Mais elle a surtout une valeur démonstrative dans le cadre de notre analyse. Absolument. Le texte liste spécifiquement ses émissions. Il anime le célèbre jeu Family Feud, son propre talk show éponyme Steve Harvey, ainsi qu'une émission de radio diffusée à l'échelle nationale, The Steve Harvey Morning Show. C'est une omniprésence médiatique totale. On apprend aussi qu'il gère cet empire en partageant son temps entre les villes de Chicago et d'Atlanta. On a ici le portrait d'une réussite tentaculaire qui touche à la scène, à l'écran et aux ondes. Mais au-delà du simple fait de lister ses succès, pourquoi ce profil est-il lié aux documents concernant Napoléon Hill? C'est la question centrale. Quel est le véritable pont entre ces deux hommes? Le lien ne se trouve pas dans leur carrière télévisuelle, évidemment, il se trouve dans leur production éditoriale et leur posture philosophique. Le document indique que Steve Harvey n'est pas seulement un animateur ou un acteur. Il est lui-même l'auteur de plusieurs best-sellers dans la catégorie auto-assistance. D'accord. Et c'est en observant les titres exacts de ses ouvrages que la filiation devient indéniable. Les sources citent 2 de ses livres, Act Like a Lady, Think Like a Man, et Act Like a Success, Think Like a Success. Le mot think résonne comme un écho direct. Think and Grow Rich pour Hill, Think Like a Success pour Harvey des décennies plus tard. C'est pas une simple coïncidence sémantique. C'est la preuve que l'ADN de la philosophie de Hill a muté pour s'adapter à la culture pop contemporaine. Harvey utilise exactement le même postulat. L'action, le act like, doit être précédée et guidée par une restructuration mentale, le think like. C'est la promesse universelle de Hill mise en pratique par une personnalité médiatique d'aujourd'hui. C'est précisément l'aboutissement de cette méthode conçue pour toutes les branches professionnelles. Steve Harvey a bâti son empire dans le divertissement. C'est un domaine à des années-lumière de l'industrie sidérurgique d'Andrew Carnegie. Ou des enjeux politiques de Franklin D. Roosevelt. Exactement. Pourtant, la mécanique sous-jacente reste la même.
l'observation, l'analyse mentale et l'application d'un système de pensée orienté vers un but. La fondation est identique. Ça démontre que la conversation tenue en 1883, qui a déclenché l'étude de 20 ans de Hill, a généré un paradigme de développement personnel qui est toujours actif aujourd'hui. Quelle trajectoire invraisemblable quand on y pense. Pour synthétiser ce que notre audience vient de découvrir aujourd'hui au travers de ces documents, nous avons commencé avec une édition numérique de 2012, un livre de 217 pages, conservant délibérément ses imperfections d'époque. Un livre dont le titre Think and Grow Rich masque en fait une méthode d'accomplissement universelle. Nous avons retracé les pas de son auteur, Napoleon Hill, un garçon des Appalaches né dans 1883, propulsé par son travail de journaliste indépendant jusqu'à une interview décisive avec le magnat Andrew Carnegie. Une seule suggestion lors de cette rencontre s'est transformée en une quête de 20 ans. Faisant de Hill un auteur à succès et un conseiller du président Roosevelt de 1933 à 1936. Et cette même philosophie, décortiquée et codifiée au début du XXe siècle, continue de prospérer aujourd'hui à travers des figures tentaculaires du divertissement américain comme Steve Harvey. Couronné aux Emmy et auteur de best-sellers bâtis sur ce même concept mental. C'est fascinant de voir comment les idées voyagent. Cette continuité à travers les époques et les domaines professionnels laisse entrevoir une réflexion vraiment profonde, une idée sur laquelle s'attarder pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. C'est une simple suggestion, lors d'une interview en apparence classique avec Andrew Carnegie, a pu déclencher 2 décennies de recherche et redéfinir la trajectoire du développement personnel pour des millions de personnes jusqu'à nos jours. Quelle conversation apparemment banale, se déroulant aujourd'hui même, pourrait bien renfermer les germes de la prochaine grande philosophie universelle du siècle à venir? C'est une question vertigineuse qui clôt parfaitement la discussion d'aujourd'hui. Un immense merci à notre audience d'avoir pris le temps de nous écouter. Nous espérons que cette exploration en profondeur a apporté un regard neuf sur la mécanique du succès. Sur la chaîne YouTube Nash Teacher. À très vite pour une nouvelle analyse. Au revoir et merci de votre écoute.